Bienvenue dans le journal de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses des marchés. Les grandes compétitions commerciales sont-elles loyales? Lors des appels d'offres internationaux, est-on sûr que les règles de la concurrence seront respectées par toutes les entreprises? Les pays de l'OCDE ont beau avoir pris des mesures pour traquer les tricheurs, des cas récents et célèbres montrent que certains continuent à franchir la ligne jaune. Avant d'en parler avec Philippe Montigny, spécialiste de la question, voyons ce qu'est exactement un appel d'offres international. Gros plan sur celui des Brésiliens pour une ligne de train à grande vitesse. Une enquête de Nicolas Rançon, notre correspondant au Brésil. Voici la seule ligne de chemin de fer transportant des passagers au Brésil. 664 km relient la ville de Belo Horizonte à Victoria. Durée du voyage 13 heures, vitesse moyenne 50 km/h. Moderniser les infrastructures ferroviaires quasi inexistantes est donc une priorité pour les autorités du pays. Parmi les projets, le TAV Brasil, le train à grande vitesse entre Rio de Janeiro et Sao Paulo. Mais en 2009, le premier appel d'offres est un flop. Le concessionnaire aurait dû tout assumer, tout seul. Au tout début, le gouvernement a lancé un appel d'offres qui prévoyait que le groupe gagnant soit responsable de l'élaboration du projet, de la construction des ouvrages d'art, de la mise en place des systèmes, de l'ensemble des opérations et de la maintenance durant toute la période de la concession. Mais cet appel d'offres s'est montré inadapté. Il n'a pas sollicité d'intérêt. Nous n'avons pas eu la moindre proposition. Octobre 2012, nouvel appel d'offres qui dissocie cette fois le choix de la technologie utilisée de la construction des infrastructures. Et pour encourager les entreprises à se lancer dans la compétition, le gouvernement prend cette fois à sa charge l'ensemble des coûts liés au génie civil, plus de 10 milliards d'euros au total. Une donnée qui rend désormais le TAV Brasil attractif pour de nombreux candidats. À ce jour, au moins 5 entreprises ont déjà fait part de leur intérêt à participer au projet. Le sud-coréen Hyundai, l'allemand Siemens, le japonais Mitsui, l'espagnol Talgo et le français Alstom, détenteur du record de vitesse sur rail avec son TGV. Il va s'agir non seulement de choisir l'entreprise qui va fournir les équipements, mais également l'entreprise qui va exploiter le train. Donc ce que nous allons proposer, c'est pas simplement une offre Alstom, mais c'est une offre de l'ensemble de la technologie ferroviaire française et de l'expérience du train à très grande vitesse française. Et nous travaillons depuis déjà maintenant plusieurs années sur ce sujet avec nos partenaires de la SNCF qui exploitent nos trains, non seulement en France, mais dans plusieurs pays d'Europe. Alors, pour proposer la meilleure offre possible, les candidats se tournent vers des cabinets d'avocats spécialisés dans l'étude des appels d'offres internationaux. L'un d'entre eux a accepté de nous recevoir. Le cabinet Siqueira Castro a été approché par 2 constructeurs. Il n'en aidera qu'un seul. L'objectif final de ces super avocats est d'aider à remporter le méga contrat. Le premier rôle d'un avocat dans ce cas, c'est de faire l'analyse de l'appel d'offres, l'analyse du contrat, trouver des failles juridiques, anticiper certains problèmes qui peuvent arriver lors de la participation à l'appel d'offres et aider ainsi l'entreprise intéressée à mieux comprendre le contenu de cet appel d'offres et du contrat qu'elle devra signer si elle le remporte. La compétition est ouverte. Le Brésil a déjà fait savoir qu'il souhaite construire d'autres lignes de chemin de fer à grande vitesse. L'enjeu autour de ce premier appel d'offres dépasse donc de loin la seule liaison entre Rio et Sao Paulo. Le gagnant sera normalement connu fin mai 2013. Bien, avec moi sur ce plateau, Philippe Montigny, bonjour. Vous êtes président du cabinet Éthique Intelligence, qui est en fait une agence de certification des dispositifs anticorruption. Alors, là, ce qu'on vient de voir, est-ce que c'est un marché qui peut être sensible à la corruption ou pas? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. La première chose, c'est qu'un appel d'offres est censé faire en sorte que la décision se prenne en toute transparence. Il y a un cahier des charges, il y a un comité d'évaluation des offres et on compare des choses comparables. Donc, un appel d'offres est la première démarche pour éviter qu'il y ait un problème de corruption. Cela dit,
quand on est sur des appels d'offres très compliqués, il peut y avoir des possibilités de corruption, soit parce qu'on utilise des intermédiaires qui vont vous aider sur l'appel d'offres, mais qui peut-être vont pouvoir conférer un avantage indu à un agent public, obtenir des informations. Donc les entreprises sont invitées à développer des dispositifs anticorruption spécifiques pour éviter que cela ne se passe. De l'autre côté, puisqu'il faut être deux pour un tango, dans un acte de corruption, il y a toujours deux personnes, les États doivent également prendre des dispositions pour s'assurer que parmi leur personnel, personne n'acceptera de pot de vin. Et puis surtout, on pourrait penser que les États pourraient aller un peu plus loin pour exiger des entreprises qu'elles démontrent ce qu'elles ont mis en œuvre pour éviter précisément qu'il y ait un problème de corruption. Alors là, on précise bien, il n'y a aucun problème de corruption sur ce marché pour l'instant, évidemment, il est totalement transparent. Mais s'il devait y en avoir, quels seraient les signes faibles qui pourraient déclencher le doute et la suspicion ? Les signes sont extrêmement difficiles. En général, ce qu'on observe aujourd'hui est très différent d'autrefois. Autrefois, il suffisait qu'il y ait un acte de corruption, je dirais, un petit peu grossier, et les choses se voyaient. Aujourd'hui, toutes les entreprises font extrêmement attention. Donc, en fait, les signes sont très peu visibles. Et chose paradoxale, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que les actes de corruption qui sont portés à l'attention de la justice sont dans une immense majorité des actes qui sont découverts par les services d'audit internes des entreprises et elles communiquent ces données et ces informations aux autorités. Donc, on a un vrai changement de paysage à l'heure actuelle. Alors, Philippe Montigny, quel est votre rôle auprès de ces entreprises ? Alors nous, on a un rôle qui est assez particulier puisque nous faisons de la certification des dispositifs anticorruption. Nous ne certifions pas qu'il n'y a pas eu ou qu'il n'y aura pas d'acte de corruption. Nous certifions qu'une entreprise a mis en place des dispositifs anticorruption qui sont adaptés. Pour vous donner un exemple, ce que nous faisons ressemble à du contrôle technique pour une voiture. Quand un chauffeur veut conduire une voiture qui est en bon état, il va s'assurer que les instruments de contrôle et de pilotage sont en bon état. Eh bien, mutatis mutandis, ce que nous faisons avec les entreprises, c'est la même chose. Qui sont vos clients ? Nos clients sont des grandes entreprises, principalement des grandes entreprises qui concourent sur des appels d'offres internationaux et qui veulent s'assurer que leurs dispositifs sont bien en place. Quand vous avez une entreprise de 100 000, 200 000 personnes, comment faites-vous pour contrôler que personne dans l'entreprise ne va avoir envie de payer un pot de vin pour réussir ses objectifs ? Donc, elles doivent avoir de nombreuses procédures de vigilance et de contrôle. Philippe Montigny, l'ensemble du CAC 40, par exemple en France, ou des grandes multinationales à Londres ou aux États-Unis, sont-elles toutes certifiées par des gens comme vous, par des agences comme vous ? Alors, relativement peu, parce que c'est une tendance qui est assez récente. En France, on peut citer par exemple une entreprise comme Alstom, qui a été certifiée une première fois en 2009 et en 2011. Il y a quelques temps, nous avons certifié une filiale de Siemens en Autriche. Nous avons certifié des filiales de Schneider Electric. Donc c'est minoritaire, quoi. C'est encore très minoritaire, mais par exemple, un texte de loi britannique, le UK Bribery Act, recommande aux entreprises de s'engager dans la voie de la certification comme un moyen de contrôle externe. Alors, vous connaissez la grande ONG Transparency International qui classe, d'après les perceptions, les pays et leur corruption. Il propose également de faire appel à une autre ONG qui s'appelle Trace, qui fournit, par exemple, des intermédiaires qui seraient, eux, certifiés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, la société Trace, qui est une société américaine, est une société qui va travailler sur les petites entités, sur les agents et sur les intermédiaires, et qui va vérifier, entre guillemets, leur qualité. C'est-à-dire, ils vont vérifier que ces entreprises n'ont pas commis d'actes de corruption dans le passé, ou que dans ces entreprises, il n'y a pas de lien, j'allais dire, incestueux entre le management, les actionnaires et les autorités publiques lors d'un appel d'offres. Donc c'est une solution, mais il existe bien d'autres solutions dans le monde, mais ça fait partie des outils qui sont à la disposition des entreprises. Cette entreprise est américaine, il y en a d'autres en Europe ou en France. Alors vous conseillez quoi aux entreprises actuellement pour répondre justement à ces critères ? C'est d'aller vers plus de certification comme vous le faites vous ou pas ? Alors je vais prendre un exemple. Dans le domaine des accidents du travail,
qu'est-ce que l'on fait pour réduire les accidents du travail? On va informer les collaborateurs que c'est dangereux. On va les former à la compréhension du risque. On va leur donner les outils de prévention adéquats et on va contrôler à la fois qu'ils sachent se servir de ces outils et que les outils sont pérennes. Eh bien, en matière d'anticorruption, c'est la même chose. On informe les gens que la corruption est interdite, on les forme à la compréhension du risque, aux procédures à appliquer et on regarde le contrôle. Et notre approche en matière de certification est structurellement basée sur ces 4 dimensions. On va bien sûr beaucoup plus loin, mais ce serait trop technique. On incorpore toutes les exigences législatives de certains pays, États-Unis, Angleterre, Italie notamment, des recommandations de la Chambre de commerce internationale dans nos termes de référence. Philippe Montigny, est-ce que c'est suffisant de transformer l'entreprise en juge et partie, puisque se juge elle-même? Alors, nous allons certifier un dispositif et c'est justement pour cela, je pense que nous sommes utiles aux entreprises, c'est parce que nous sommes un tiers. Une entreprise veut pouvoir dire à ses partenaires, à ses clients, à ses actionnaires, il n'y a pas de corruption chez nous. Si c'est elle seule qui le dit, les gens peuvent avoir des doutes sur la crédibilité. C'est pour ça qu'il y a des tiers qui interviennent en toute bonne foi, à la fois nos auditeurs, que sont des sociétés comme SGS ou DNV, et le comité de certification qui vient par derrière examiner les rapports de certification. Merci beaucoup Philippe Montigny pour vos réponses. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car l'information continue sur France 24. Au revoir.